Alors nous allons entamer cette troisième table ronde sur le thème « Construire les bases d'une société plus juste ». Alors c'est un vaste sujet qui, quand même, avant de commencer, je pense est assez important de distinguer, lorsque nous évoquons les thèmes du revenu de base ou les termes de société utopique, ce qui est souhaitable philosophiquement, ce qui est possible techniquement et ce qui est faisable politiquement. Car on a tendance, dans des débats suffisamment larges comme celui-ci, de confondre un peu toutes ces notions et de ne pas parler de la même chose. Donc je me tourne vers nos invités et je me tourne vers le public qui aura certainement des questions à la fin de cette table ronde, de faire, si possible, ce distinguo. Oh, pourquoi ça ne marche pas ? Alors, pour introduire le sujet de la table ronde, excusez-moi. Ça fonctionne ? Oui. Pour entamer le sujet de la table ronde, j'aimerais rappeler que nous vivons aujourd'hui dans les utopies d'hier, celles du XVIe siècle, qui nous ont donné la société actuelle, en tout cas qui ont fondé les bases de notre société actuelle, à la fois basée sur le droit et sur le marché. Aussi, il est important de dire que si ces utopies étaient tissées de symboles et d'imaginaires, il est clair que pour modifier la réalité, nous avons nous aussi besoin de mettre en avant des utopies. Et c'est la raison de cette table ronde. Excusez-moi, Alors, nous allons plus simplement introduire nos différents invités qui auront pour fonction aujourd'hui de présenter leurs différentes positions vis-à-vis de ce qu'il est possible de réaliser dans la société de demain qui, nous l'espérons, est une société plus juste. Au rang des différentes utopies desquelles je voudrais parler, il y a bien sûr celle du revenu universel. Quelle que soit l'époque, la traduction simple du revenu universel consiste à donner à tous les membres du corps social, sans condition, un minimum garanti pour exister dignement. Il est intéressant d'ailleurs de voir que la plupart des philosophes qui se sont emparés de ce sujet étaient des philosophes qui ont vécu dans des périodes de grands bouleversements sociaux, tout comme ceux que nous connaissons actuellement. Si Thomas More, qui écrivait l'Utopie en 1501, écrivait sur la nouvelle société de l'époque qui était basée sur la question des enclosures, c'est-à-dire sur l'appropriation par une minorité de ce qui autrefois appartenait au commun. Si Bertrand Russell, au début du XXe siècle, évoquait l'appropriation par des classes dominantes du travail qui aurait pu être distribué à tous, et si André Gortz a continué ce travail, c'est qu'ils étaient tous confrontés à des bouleversements sociaux extrêmement importants. Et si le revenu de base n'était pas la réponse universelle aux problèmes posés par ces bouleversements, il était clairement l'une des utopies à partir de laquelle on pouvait imaginer une société plus juste pour l'avenir. Si aujourd'hui, nous parlons régulièrement de la fin de l'état de droit, c'est vrai qu'on en parle aussi, mais ce n'est pas le propos. Si aujourd'hui nous parlons régulièrement de la fin de l'État-providence, de la parcellisation de la société et évidemment du développement du travail numérique, c'est également l'une des crises de société sur lesquelles le revenu de base, ou en tout cas la pensée du revenu de base comme utopie, peut nous aider. Et c'est la raison pour laquelle je me tourne cette fois vers nos invités. Nous allons commencer l'intervention avec celle de Mathilde Duclos, qui est chercheuse au laboratoire de recherche de Sciences Po, le CIVIPOF, et qui fait sa thèse sur un sujet que je n'ai pas sous les yeux, mais dont elle va nous parler. Mathilde.
Bonjour. Donc, dans le temps qui m'est imparti, je vais mobiliser les outils de ma discipline qui est la théorie politique, pour tenter de répondre à la question qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir, le revenu universel peut-il participer à la construction d'une société plus juste ? Et un peu par esprit de contradiction, et un peu, parce que je n'ai que 10 minutes pour m'exprimer, je vais répondre à cette question par la négative. Donc non, le revenu universel ne peut pas contribuer à la construction d'une société plus juste. De ce point de vue-là, beaucoup de points mériteraient d'être discutés. Dans cette présentation, je vais me focaliser sur un point déjà suffisamment large en lui-même, en reformulant la proposition que je viens d'avancer. Donc, je défends l'idée que le revenu universel ne peut participer à la construction d'une société juste que dans certaines de ces formulations théoriques, et en particulier celle qui, d'inspiration néo-républicaine, s'appuie sur une critique radicale de la propriété. Car en pratique, la manière dont il est défendu aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un approfondissement du projet libéral progressiste qui n'est, à mon sens, pas en mesure de réaliser l'émancipation de tous et toutes, c'est-à-dire de promouvoir une configuration politique qui permette à chacun et à chacune d'interagir avec les autres en tant que pairs, et ce, en procédant aux réarrangements sociaux qui contribueraient à réduire les injustices tant économiques, je pense ici au dénuement, à l'exploitation et à la marginalisation, que réduire les injustices culturelles, cette fois-ci liées à la non-reconnaissance, à la domination culturelle et au mépris. Donc, je reprendrai ici la définition de la justice sociale telle qu'elle a été donnée par la philosophe américaine Nancy Fraser. Je répète encore une fois que le revenu universel qui s'inscrit dans un horizon politique proprement contre-hégémonique, un horizon de justice, un horizon de solidarité sociale, un horizon radical, un horizon vraiment de gauche, ce revenu universel-là, c'est une possibilité théorique, notamment défendue par Thomas Paine en 1797, quand il propose un transfert de revenus des propriétaires vers les non-propriétaires en vertu du principe de commune propriété de la terre. Un revenu universel qui participe à la construction d'une société juste est donc une possibilité théorique, mais en aucun cas une nécessité qui serait liée à sa définition même. Et je le sais, pour avoir mené un certain nombre d'entretiens dans le cadre de ma thèse, aucun décideur politique n'ancre sa défense du revenu universel dans une critique de la propriété, encore moins dans une critique de la propriété telle que formulée par Paine. À la décharge de ceux qui connaissent cette critique, ils ont probablement de bonnes raisons politiques de ne pas la mobiliser, tant cette proposition est encore moins audible auprès de l'opinion publique que la poignée d'autres propositions de revenu universel qui sont actuellement discutées. Ils ont aussi de bonnes raisons de ne pas pouvoir la mobiliser, tant il est difficile de penser hors du cadre libéral qui, en tant qu'idéologie hégémonique, fait passer son économie morale, c'est-à-dire l'ensemble des normes, des valeurs et des obligations qui la constituent, comme naturelles, comme allant de soi. Ainsi, le revenu universel tel qu'il est formulé aujourd'hui ne prend pas, comme certains le prétendent, la forme d'une réforme révolutionnaire, mais plutôt de ce qu'André Gantz appelle une réforme réformiste, à savoir, je cite, une réforme qui subordonne ses objectifs aux critères de rationalité et de possibilité d'un système et d'une politique donnée. Autrement dit, les justifications publiques du revenu universel ne rendent pas la mesure incompatible avec le cadre de compréhension du monde qu'impose le libéralisme, qui, comme je le soutiens, ne peut pas remplir l'exigence de justice sociale. Merci. Nous allons. J'ai pas du tout fini. Ah, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu tellement peur. Je prends mon temps pour boire de l'eau. Et pour vous dire que, loin d'être incompatible avec le cadre de compréhension du monde qu'impose le libéralisme, le revenu universel va même s'y intégrer, et ce, au moins à 2 titres. Il va s'y intégrer ontologiquement, c'est-à-dire qu'il ne va pas proposer de vision sociale alternative à celle promue par le libéralisme. On évolue toujours dans une perspective individualiste sur le monde social, dans la mesure où c'est l'individu qui est valorisé, cet individu atomisé que l'on va doter de ressources pour qu'il puisse devenir véritablement autonome, qu'il puisse être l'entrepreneur de sa propre vie, qui, en développant son authenticité, devienne finalement la meilleure version de lui-même. Le revenu universel va également s'intégrer normativement au cadre libéral, puisque dans sa version actuelle, il vient s'insérer dans la conception libérale de la justice, comprise comme égalité des chances.
Il s'agit ainsi, grâce à un socle de ressources garanties, de s'assurer que chacun ait des opportunités égales de choisir sa vie. Et là, vous me regardez, vous me dites, très bien, Mathilde, quel est le problème avec ce cadre libéral? Je vais vous le dire. Le problème avec l'ontologie libérale, il a été montré par plusieurs théoriciens, notamment par les théoriciennes féministes, les théoriciennes du care, qui dénoncent l'idée que l'on promeut aujourd'hui, cette figure de l'individu atomisé qui va développer par lui-même ses capacités sans rien devoir à personne en particulier, et non plus à la société en général. Cet individu-là, il est une fiction, car on se développe toujours dans le contact avec l'autre, et en particulier dans les relations de soins. Qui plus est, cette fiction, elle est coûteuse sur le plan du collectif, car l'individu qui se conçoit ainsi comme entrepreneur de lui-même va tendre à développer une conception utilitariste du collectif, sur le mode « comme je suis un individu autonome et que mon inclusion dans des groupes n'est pas quelque chose qui va de soi, je ne vais m'engager dans des projets collectifs qu'à partir du moment où je juge que ceux-ci vont servir mon intérêt personnel. » À savoir, à partir du moment où je juge que cette implication va effectivement me permettre de développer la meilleure version de moi-même. Enfin, le problème avec la justice comprise comme égalité des chances est que cette conception est incapable de relever le défi de la décohésion sociale, puisque l'égalité des chances va reproduire une vision du monde compétitive, de guerre, de chacun contre chacun. Autrement dit, il ne s'agit pas de mettre fin à la compétition sociale elle-même, mais simplement de s'assurer que le combat soit régulier, en dotant chacun d'armes de qualité comparable. Le revenu universel présente donc le risque d'approfondir un modèle de société compris comme société d'individus qui demande à l'État de pouvoir s'en sortir, non pas par la lutte collective pour l'obtention de nouveaux arrangements sociaux qui seraient bénéfiques pour la société dans son ensemble, mais par un empowerment individuel. Un empowerment compris dans un sens d'autant plus limité qu'il correspond à un versement monétaire. Je vais essayer d'illustrer ce point extrêmement rapidement avec la controverse féministe autour du revenu universel. Certains défenseurs du revenu universel nous disent que le revenu universel serait un avantage pour les femmes, et ce pour 3 raisons principales. Première raison, que mieux dotées économiquement, beaucoup de femmes seraient davantage susceptibles de sortir de relations de couple qui ne leur conviendraient pas, ou au moins de s'en plaindre. La même logique semble à l'œuvre sur le marché de l'emploi. Avec un revenu universel, il devient plus aisé de refuser des postes, de négocier des conditions de travail ou de choisir des arrangements qui permettent aux femmes de faire des choix de vie qu'elles valorisent également. En outre, troisième point, l'individualisation des versements permet d'éviter l'expérience humiliante d'être une entité pas vraiment séparée de celle de M. Gagne-Pain et l'intrusion dans la vie privée que nécessite aujourd'hui l'allocation des aides sociales. Tout cela est vrai, et en même temps, l'argumentation s'arrête au milieu du chemin en feignant de ne pas reconnaître que la domination de genre, à l'image de toutes les autres formes de domination, n'est pas qu'une affaire de sous. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on dote les femmes d'un pécule tous les mois que nous arriverions enfin à une justice de genre. Ce que nous apprennent les travaux des sociologues féministes, donc, c'est que la domination des femmes relève aussi de la structure même du marché du travail, dans ce qu'elles appellent la division sexuelle du travail, qui repose, pour Daniel Kahneman, sur 2 principes que sont le principe de séparation, qui consiste à distinguer les travaux d'hommes et les travaux de femmes. Deuxième principe, le principe de hiérarchisation, qui pose qu'un travail d'homme vaut plus qu'un travail de femme. Autrement dit, le modèle de justice que propose la version libérale progressiste du revenu universel est insatisfaisante, dans la mesure où elle tend à replier sa définition de la justice sur une justice qui est distributive et sur une justice qui est capacitaire. Selon cette perspective, donner de l'argent, c'est redonner du pouvoir, donc de l'agentivité aux individus qui ont ainsi les moyens de choisir leur vie. Oui, sauf que cette conclusion n'est vraie que si on se borne à écarter la sociologie de l'analyse et à adopter une vision unidimensionnelle de la justice, comprise comme redistribution monétaire. Car intégrer les apports de la sociologie critique et adopter une vision cette fois bidimensionnelle de la justice, comprise comme justice économique et comme justice culturelle, reviendrait cette fois à dresser des conclusions bien différentes. Dans le cas des femmes, ces conclusions sont les suivantes. Donc, le revenu universel ne s'intéresse qu'à un des visages de l'injustice économique, en prétendant apporter des réponses au dénuement, à la marginalisation, à l'exploitation des femmes.
Sauf que cette réponse s'appuie sur une analyse incomplète de la situation, puisque dans le cas des femmes, retrouver de l'agentivité économique ne revient pas à interagir avec les autres en tant que pairs, comme le supposerait l'idéal de justice sociale tel que je l'ai défini en introduction, puisque, comme je l'ai dit, les racines de la domination sont d'abord culturelles. Pour conclure, puisque je vois qu'il faut que je conclue. Non, le revenu universel tel qu'il est actuellement défendu dans le débat public ne peut ni construire les bases d'une société juste, ni inventer un quelconque contrat social, parce que son diagnostic du temps présent ne vient paradoxalement pas challenger le modèle de société libérale progressiste qu'il prétend dénoncer par ailleurs. Oui, des ronds-points de France aux rues de Santiago, on proteste contre le chômage, on proteste contre la précarité, on proteste aussi contre le vide de sens des vies qu'on présente comme étant des vies réussies, des vies qui valent la peine d'être vécues. Et de là, on pourrait toujours dire que le revenu universel est une manière ambitieuse de prendre ces problèmes à bras-le-corps pour construire un nouveau contrat social qui puisse de nouveau prévenir ces secousses sociales ou le début de guerre civile, comme on voudra bien les appeler. Dans ces conditions, doter chacun d'un socle de ressources est un moyen de parvenir à une paix sociale, mais à une paix sociale qui restera fragile tant que la politique se bornera à pallier les conséquences les plus criantes de l'injustice, sans s'attaquer aux effets de structure qui continuent et qui continueront à produire de la pauvreté, de la marginalisation, de l'exploitation, de la domination culturelle, du mépris et de la non-reconnaissance, et ce de manière systématique. Merci. Je passe la parole à Anne-Sophie Olmo, qui va nous parler de... qui est membre du conseil dans le groupe majoritaire à Grenoble, conseil municipal, et qui va nous parler de la question des monnaies locales et des monnaies locales complémentaires. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Anne-Sophie Olmos, élue à la ville de Grenoble, coprésidente de ce groupe majoritaire, dans lequel siège Éric Piolle, le maire de Grenoble. Donc, je voudrais déjà remercier Mathilde pour son exposé et cette introduction avec la version coopérative entre les gens, la question des communs. Ça me tient vraiment à cœur. Et Clément Caillol de tout à l'heure, avec la question du municipalisme et plus largement du territorialisme. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter de tout ça au moment des questions. Alors, j'ai été très sage. Je vous ai fait une petite présentation, petit diaporama. J'ai trois diapos pour vous. À Grenoble, la monnaie locale comme outil d'alternative économique et sociale, c'est donc le sujet qu'on m'a demandé d'aborder aujourd'hui. Et donc, j'ai la zapette, pardon. Hop. La monnaie locale à Grenoble, donc elle s'appelle le Cairn. Elle est née en octobre 2017, donc elle a tout juste 2 ans. On vient de fêter là ses 2 ans. Elle s'étend sur un périmètre qui est le territoire du SCOT. Alors oui, ça ne veut rien dire. Donc c'est entre la métropole et le département, à peu près ça. C'est une association qui est porteuse de cette monnaie locale à Grenoble. Et cette association, bien entendu, elle a établi une charte de valeurs pour savoir, et ben voilà, quand on est citoyen, on adhère à cette charte, et surtout quand on est commerçant, entreprise, on doit adhérer à la charte pour pouvoir faire partie du réseau du Cairn. C'est ce qui nous permet, entre autres, d'éviter d'avoir des grandes chaînes comme McDo. Ou voilà. Donc cette monnaie locale, elle est passée à la monnaie électronique à partir du mois de mars 2019, donc c'est vraiment tout récent. Le passage à la monnaie électronique, ça permet de passer à une échelle plus au-delà, c'est-à-dire qu'on peut manier plus d'argent, on peut faire des transferts d'argent beaucoup plus importants que quand on est avec des billets pour faire, se payer entre entreprises, on ne peut pas venir avec une liasse de 400 billets. Donc voilà, c'est plus simple pour ça, ça permet vraiment de passer à l'échelle. Quelques chiffres, avec ces 2 ans de vie de la monnaie locale Le Cairn. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 professionnels dans le réseau, 2000 adhérents particuliers et environ 160 000 cairns qui sont en circulation donc, sur ce fameux territoire du SCOT. C'est la 3e monnaie la plus dynamique de France. On est assez fiers de ça parce que c'est une monnaie qui est encore assez jeune. Et comme aime le dire le Cairn, je suis une fabuleuse ambassadrice de cette monnaie locale parce qu'en fait, aujourd'hui, les collectivités locales ne font pas partie de la gouvernance de la monnaie. On est là dans une posture de facilitateur, mais absolument pas pour venir donner nos directives à l'intérieur de la gouvernance de la monnaie locale. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors voilà, quand on est une collectivité locale, du coup, pourquoi soutenir une monnaie locale ?
Les raisons, vous les connaissez, mais je vais quand même les redonner parce qu'elles sont assez larges. Et je pense que ça permet de bien voir pourquoi ça permet de prendre soin du territoire en tant que bien commun, justement. Ça permet bien entendu de relocaliser l'économie et donc par là un soutien à l'emploi local. Ça nous permet d'accélérer la transition énergétique puisque ça favorise les circuits courts. Et puis elle permet une réappropriation de la monnaie puisque les habitants peuvent s'impliquer dans la gouvernance de cette monnaie. Elle permet d'activer des réseaux de solidarité entre utilisateurs. C'est ce qui a permis, entre autres, dans les pays d'Amérique latine, quand il y a eu la crise, d'avoir des réseaux de solidarité qui se créent et de ne pas être complètement en crise. Ça permet de lutter contre la spéculation, puisque l'argent reste dans l'économie réelle, elle ne va pas dans les banques pour spéculer. Et puis, elle redonne du sens à nos échanges. Je pense que le meilleur témoignage que j'ai entendu de ça, c'était un entrepreneur donc dans le bâtiment, une entreprise du bâtiment, ce qui n'est pas forcément l'entreprise à laquelle on pense quand on pense monnaie locale, qui me disait, voilà, en fait, moi, quand je vais chez mes clients, je leur dis, je prends la monnaie locale, ça me permet d'amener un nouveau type d'échange, de retrouver ce sens de confiance, et pas juste un échange financier entre deux personnes, mais vraiment ce truc de dire, quand on paye en monnaie locale, en fait, on pense à notre territoire, on a envie que nos habitants vivent mieux. Et voilà, ce sens-là, je pense qu'il est super important, et ce sont les entreprises elles-mêmes qui le disent. Et puis enfin, et ça j'y tiens, parce que quand on est une collectivité locale et qu'on voit tous les commerces de proximité qui sont en danger aujourd'hui avec les grandes surfaces, elle permet de valoriser notre commerce de proximité. Pardon. Hop. Le levier des collectivités territoriales pour les monnaies locales, pourquoi c'est important ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est important que les collectivités qui soutiennent ces monnaies, et avec Guillaume Gontard, on a l'habitude, quand on rencontre le Cairn, d'être vraiment dans cette posture de facilitateur et non pas de dire voilà, nous, on est élus, on veut que vous fassiez ça, sinon on ne vous soutient pas. C'est cette posture-là, et puis c'est une posture d'accélérateur de la monnaie locale. Quand je dis ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pour le réseau de la monnaie locale, c'est important que les collectivités soient adhérentes parce que c'est un gage de confiance. Et comme toute monnaie, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait de la confiance. Alors comment on fait ? Donc je parle ici de la ville de Grenoble, mais la métropole aussi de Grenoble accompagne la monnaie locale puisqu'elle a la compétence économie et économie sociale et solidaire. Elle a financé, une étude d'opportunité. Elle a fait l'étude de savoir sur le territoire comment on remonte les filières, en fait. Quand on attrape une entreprise, comment elle fait pour trouver des fournisseurs et comment on est sûr que sur le territoire, il y a toutes les filières qui aillent bien. Et si elles ne sont pas là, comment après on fait le lien avec les politiques publiques d'économie pour bien boucler les boucles. Donc voilà, ça c'est vraiment le rôle de la métropole qui a la compétence, donc qui apporte une aide financière, on va dire. En tant que ville de Grenoble, nous, on n'a pas de compétence économie, mais en revanche, on accompagne la monnaie de plusieurs façons. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, premièrement, on est adhérent de la monnaie locale. C'est ce gage de confiance. Ensuite, on accompagne la monnaie avec des partenariats de communication et d'événementiel. Dès que la monnaie veut faire un événement, on est là, on est facilitateur, on prête des salles, on intervient, on dit que voilà pourquoi c'est important pour nous. On met aussi à disposition l'espace d'accueil de la mairie. Alors ça, c'est important pour l'association, puisque c'est un lieu où il y a beaucoup de passages d'habitants. Donc quand la monnaie est là, la monnaie locale est là, elle peut s'adresser à tous les habitants, les sensibiliser à la question de la monnaie locale. Et puis, on était assez fiers de ça aussi. Il y a 1 an, on a commencé à accepter le paiement en monnaie locale de nos services publics. Donc on a accepté la monnaie locale dans notre musée de Grenoble, dans nos bibliothèques. Bon, aujourd'hui, ça ne se fait plus parce qu'elles sont devenues gratuites, mais bon, c'est pas plus mal. Au self des agents. Donc, comme ça, on peut aussi sensibiliser tous nos agents. Il y a 4000 agents entre la mairie et le CCAS. On peut payer les droits de place sur les marchés. Donc, on a beaucoup de producteurs qui utilisent les monnaies locales. Donc, de pouvoir payer son droit de place en monnaie locale, c'est vraiment un accélérateur. C'était très attendu par les producteurs. Et puis, on peut payer en monnaie locale au Forum des associations. Ça nous permet de sensibiliser toutes les associations du territoire. Et puis, aux rencontres Ciné-Montagne qui sont très connues et très visitées chez nous. Donc, c'était important de marquer le coup. C'est un peu notre identité territoriale à nous. Pardon, je bois un petit coup. Bravo. Je vous ai prévenu.
Alors, merci beaucoup. Je dis mais parce qu'il y a je mets un gros mais parce qu'il y a vraiment un frein important au développement des monnaies locales dans les territoires. C'est qu'aujourd'hui, c'est impossible pour une collectivité territoriale de dépenser de la monnaie locale. On est bloqué. Donc en fait, aujourd'hui, quand on reçoit l'argent à travers les services publics, on est obligé de reconvertir la monnaie. 2 minutes, mince. J'avais prévu 6. Catastrophique. Donc du coup, ça ralentit le circuit de la monnaie. Bon, voilà, vous savez comment ça marche. C'est grave dans le sens où on se coupe d'acteurs économiques indispensables dans les transitions. Juste pour vous donner une idée, la ville de Grenoble, c'est 88 millions d'euros de commandes publiques chaque année. Donc en fait, on se coupe de tout ça quand on empêche la monnaie locale d'être dépensée par les collectivités territoriales. C'est un levier d'action juste énorme. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, voilà, on ne voulait pas s'en tenir à ça. On a fait une action de lobbying. On s'est mis en réseau avec le mouvement SOL, qui est le mouvement national des monnaies locales, avec le RTES. On a fait un travail juridique avec des avocats. On a contacté le ministère de la Transition à l'époque et le commissaire à l'ESS, et on n'a jamais eu de réponse. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On ne s'est pas arrêté là. On a souhaité expérimenter, et c'est Bayonne qui l'a fait en premier. Bayonne a trouvé une astuce, on va dire, de passer par un intermédiaire pour quand même pouvoir dépenser de la monnaie locale. Elle passe par l'association. Bon, il y a un truc technique, mais ce n'est pas très important, juste pour vous dire que c'est possible. Et donc, Grenoble est devenue la deuxième ville de France à pouvoir payer en monnaie locale. Et donc, on a commencé ça en septembre. Aujourd'hui, on est 7 élus et 2 agents à recevoir soit salaire, soit indemnité en monnaie locale. Donc, on est super contents. Ah, merci. Mais c'est pas tout. On espère que plusieurs agents vont faire la démarche. On peut payer les subventions des associations et on peut régler nos fournisseurs de marché public. Bien sûr, tout ça sur la base du volontariat. Et ma dernière diapo, hop, vite. Les monnaies locales, c'est un outil écolo-bobo, ça c'est ce qu'on entend tout le temps. En fait, c'est pas vraiment un outil social, nanani, nanana. Ok, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de sensibiliser tout le monde. C'est-à-dire qu'on a fait une expérimentation au CCAS, à la ville de Grenoble. On verse une aide sociale facultative. On a fait une expérimentation sur 1 mois. On s'est dit, on va abonder cette aide sociale facultative de 20 €, financée et par l'association et par le CCAS à moitié. Et on va essayer de sensibiliser les publics les plus précaires, en leur disant que voilà, il y a des commerces de proximité à côté de leur lieu de vie. Donc, c'était surtout une épicerie solidaire, une ressourcerie et les transports en commun. Et cette expérimentation, elle a montré que oui, ces publics précaires, ils peuvent utiliser la monnaie locale, ils peuvent la comprendre et ça fonctionne. Après, c'est tout un accompagnement à mettre en place. C'était une expérimentation sur 1 mois. Il faudra aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, c'était déjà un premier pas. Deuxième chose hyper importante, c'est le levier juste énorme que sont les satellites d'une collectivité territoriale. Quand je dis les satellites, c'est ces entreprises dans lesquelles les collectivités sont actionnaires. À Grenoble, on a vraiment beaucoup de chance, et j'arrête avec ça. On est un territoire sur lequel on a la main sur les réseaux de transport en commun, le gaz et l'électricité, ça c'est assez rare, l'eau et les bailleurs sociaux. Et en fait, on demande à toutes nos entreprises publiques, locales, de pouvoir utiliser cette monnaie locale. Donc c'est en cours à l'eau de Grenoble, c'est déjà en place au niveau des transports en commun, et là, vous avez un énorme levier, et la monnaie locale a un effet juste exponentiel sur ce territoire. Et en conclusion, toujours chercher à repousser les lignes. On pense à la mise en réseau avec tous les collègues, au niveau national et international aussi. Les actions de lobbying. Il ne faut pas oublier de replacer les collectivités territoriales comme un réel acteur économique au sein des territoires. Et bien sûr, l'expérimentation à fond. Merci. On va passer la parole à Stanislas Jourdan, fondateur du Mouvement français pour un revenu de base, membre du BIE, le Mouvement européen pour le revenu universel, et également ancien membre de Positive Money, dont il va nous parler certainement, et qui va nous parler justement du débat davantage à l'échelle européenne. Alors, je précise tout de suite, je suis en fait membre actuel de Positive Money Europe, puisqu'en fait, c'est mon activité professionnelle. Donc, mais bref, pour résumer, donc, comme tu l'as dit, donc, voilà, ça fait 10 ans bientôt que je suis actif dans le mouvement du revenu de base, à la fois au niveau français et européen, puisque au niveau européen, j'avais fait partie des organisateurs, notamment d'une initiative citoyenne européenne,
On avait récolté 300 000 signatures en 2013 pour pousser le revenu de base au niveau européen. Et puis donc depuis, j'habite maintenant à Bruxelles et donc je dirige cette ONG qui s'appelle Positive Money Europe, qui milite pour démocratiser la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Donc vous allez voir, je vais revenir là-dessus vers la fin de mon intervention, mais simplement du coup le fil rouge en fait de mon parcours et de mon intervention ici, c'est comment penser le revenu de base à l'échelle européenne en fait, puisque c'est vraiment là où j'ai une expertise. Donc voilà, pourquoi déjà penser le revenu de base au niveau européen, parce que c'est pas forcément évident. Comment le penser, c'est-à-dire quel type de revenu de base on pourrait envisager. Et puis je vais aboutir sur une petite conclusion en tout cas sur un petit topo sur la création monétaire qui répondra derrière la question du monsieur qui n'est plus là sur pourquoi pas. Quid de Francfort et Bruxelles et comment est-ce qu'on pourrait pas utiliser la création monétaire pour financer le revenu de base. Donc je vais essayer de répondre un peu à cette question-là. Donc pourquoi déjà réfléchir à un revenu de base européen? Bon, les objectifs du revenu de base tels qu'ils ont été énoncés depuis le début de cette matinée, ils sont assez clairs. Améliorer la protection sociale, la moderniser, la simplifier, réduire les inégalités, l'émancipation. Voilà, bon, évidemment, tout ça, c'est également vrai au niveau européen. Je ne veux pas vous l'apprendre qu'il y a plein de pays où on a les mêmes problèmes qu'en France. Il y a en Europe plus de 110 millions de personnes qui sont en risque de tomber dans la pauvreté et je crois environ 40 millions qui sont dans l'extrême pauvreté déjà en Europe. Donc voilà, le topo il est là. Maintenant la question c'est pourquoi ce serait pertinent de réfléchir à ça au niveau européen, puisqu'en fait aujourd'hui l'État-providence est à 99% géré par les États membres, donc chaque pays. L'Europe sociale est une gentille idée, je veux dire c'est très mignon, mais à vrai dire depuis 20 ans depuis même je pense très longtemps qu'on en parle, je n'ai que 30 ans donc, donc on en parle, mais voilà c'est gentil, c'est mignon, mais en réalité quelle a été selon vous la dernière avancée sociale de l'Europe à part Erasmus? Ouais, voilà, dans 2 ans, on n'aura plus le changement d'heure, donc ce sera plus facile. Non, mais j'exagère parce qu'il y a un vrai travail au niveau du Parlement européen pour les droits sociaux. C'est bête, mais dans des pays, il n'y a pas encore de vrais droits à la maternité, etc. Donc voilà, je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais c'est vrai qu'en termes de victoire sociale au niveau européen, ça remonte. Il n'y en a pas, quoi, en fait. Et puis, en fait, au contraire, on a plutôt eu, depuis 10 ans, une politique d'austérité, des règles budgétaires qui empêchent, en fait, complètement le progrès social. Donc, voilà, pour moi, il y a un enjeu à reconquérir l'Europe par une contre-offensive progressiste. Et puis, en fait, il y a aussi, quand on parle des inégalités, là, on parle des inégalités au niveau de la France entre, du coup, individus. Moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu dont on ne parle pas assez au niveau européen, c'est les inégalités entre les pays, en fait, puisque l'Europe était censée faire converger les États. En réalité, et notamment si on regarde la zone euro spécifiquement, en réalité, les États membres divergent. Vous vous rendez compte, en fait, on a créé un système qui fait que les États sont de plus en plus inégalitaires entre eux. Pensez à la Grèce, évidemment, mais pas que la Grèce. Et souvent, ici en France, d'ailleurs, on se donne, je dis pas nous, vous, mais il y a ce discours parfois un peu ambiant de, oui, il y a les fonds structurels, donc vous savez, il y a on met un peu d'argent en commun au niveau européen, puis effectivement, il y a des subventions pour aller construire des musées et des cérémoniales et des trucs en Bulgarie ou je sais pas où. C'est vrai qu'il y a une vraie richesse qui est transférée, mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que quand on construit des autoroutes ou des ponts, je ne sais pas quoi, en Europe de l'Est, en fait, souvent, c'est les entreprises françaises, Vinci, etc., qui en fait construisent tout ça. Donc, en fait, il y a une grosse hypocrisie. D'ailleurs, il y avait un article sur le blog de Tomé Piketty qui montrait très bien qu'en fait, entre l'argent des fonds structurels qui sont envoyés en Pologne ou je ne sais pas où, et l'argent des capitaux qui reviennent sous forme de dividendes, on parlait de propriété, donc vous voyez, entre l'argent que la France met au pot au niveau européen, dont une partie est transférée via la politique agricole commune et les autres fonds structurels qui financent des infrastructures, et l'argent des entreprises françaises implantées en Pologne et dans tous ces pays-là qui revient sous forme de dividendes, en fait, on est bénéficiaire, nous, en France. Donc il y a une vraie hypocrisie sur le fait que, soi-disant, on finance beaucoup trop les autres pays. En fait, on est largement gagnant de ce système. Donc voilà, il y a aussi un enjeu d'inégalité entre pays.
et puisque voilà, l'idée c'était de faire une Union européenne, donc l'idée c'est qu'on converge, et en fait on ne converge pas. Donc par rapport à tout ça, sans parler du dumping social qui est un autre problème, de l'évasion fiscale qui en fait accroît évidemment ces inégalités. Alors c'est dingue, hein, on crée une Europe, on crée une volonté de démocratie européenne, puis en fait on crée un système où on se fait concurrence au niveau de nos systèmes d'impôts. Donc en fait on se tire tous une balle dans le pied. Donc par rapport à tous ces enjeux, l'idée d'un revenu de base, encore une fois, c'est toujours pareil avec le revenu de base. Hein, et d'ailleurs c'est un élément de réponse par rapport à toi Mathilde. Souvent on nous reproche cette vision un peu angélique du revenu de base qui résoudrait tous les problèmes. Et alors, moi, je suis très modeste, on ne va pas résoudre tous les problèmes avec le revenu de base, mais du coup, parfois, on se retrouve toujours avec ce débat, parce que le revenu de base ne résout pas tous les problèmes, ce n'est pas une bonne idée. Enfin, voilà. C'est un peu un débat éternel là-dessus. Donc, moi, je ne prétends pas résoudre tous les problèmes de l'Europe, mais voilà, peut-être qu'on peut quand même un peu avancer la question de l'Europe sociale avec un revenu de base. Concrètement, à quoi ressemblerait ce revenu de base? Parce qu'évidemment, là, déjà, on a du mal à l'instaurer en France, alors comment on va faire au niveau européen? Écartons tout de suite l'idée d'un revenu de base one size fits all. Vous savez, le revenu de base taille unique, c'est-à-dire on va avoir un revenu de base de, je ne sais pas combien il serait d'ailleurs, allez, 400 € pour la moyenne en Europe, et puis ça serait très bien pour la France, et autant que ce serait bien pour la Bulgarie. Non, ça va pas se passer comme ça. On a des systèmes en fait, socio-fiscaux qui sont tellement différents, et des niveaux de vie, des niveaux de prix qui sont tellement différents que, imaginez un revenu de base avec un montant fixe qui irait pour tous les pays, c'est absolument impossible. Donc écartons cette hypothèse. Écartons également l'hypothèse qui, à mon avis, après ce que je viens de dire, n'a pas beaucoup de sens, qui serait de dire simplement l'Europe va forcer chaque pays à mettre en place un revenu de base selon ses propres moyens, avec sa propre fiscalité. Non, il s'agit de créer un État-providence transnational. En fait, c'est ça. Je vous propose un truc qui est encore plus radical que le revenu de base, parce qu'il s'agit de créer pour la première fois dans le monde une solidarité, un système de sécurité sociale international, en fait. En fait, je suis un internationaliste, moi. Donc, il s'agit de trouver un revenu de base qui serait en fait à plusieurs niveaux. On aurait un socle de revenu de base. Donc, en fait, là, juste pour faire une petite parenthèse, donc en fait, je présente l'idée qui a été formulée. En vérité, je n'ai fait que voler cette idée à Philippe Van Peres, donc l'un des grands penseurs du revenu de base, qui a créé notamment le réseau mondial du Basic Income. Donc, l'idée de l'euro-dividende, donc qui consiste à dire on va avoir un revenu de base au niveau européen qui serait un socle, par exemple aux alentours de 200 €. Je dis bien aux alentours parce que ça dépendrait pour chaque pays. Et par-dessus lequel ça poserait un revenu de base national et par-dessus lequel il y aurait toutes les aides sociales, etc. Donc vous voyez un système en plusieurs étages qui fait qu'on pourrait fixer, je pense que le point d'équilibre il est aux alentours de 200 €, un revenu de base qui conviendrait à peu près, en tout cas qui serait significatif pour chacun des pays. Sans être dans le problème de la taille unique. Voilà. Donc j'ai plus que 2 minutes pour résoudre tous les problèmes de l'Europe, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà le concept. Donc maintenant, comment le financer un peu plus en détail? Donc l'idée, c'est qu'il faut réfléchir à quel type de financement serait pertinent au niveau européen. Quand je dis pertinent, il y a plusieurs critères. Il faut que ce soit simple. On ne va pas recréer un IRPP ou des systèmes d'impôts très compliqués au niveau européen, déjà qu'on a du mal à les gérer au niveau français. Il faut bien sûr que la taille soit suffisante. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, 200 € pour tous les citoyens en Europe, ça représente à peu près 9% du PIB de l'Union européenne. Donc, il faudrait en gros multiplier par 8 ou par 9 le budget actuel de l'Union européenne. Donc voilà, c'est modeste. Non, c'est énorme en fait, hein. Effectivement, on passe de 1 à 9, le budget de l'Union européenne. Donc il faut une ressource, il faut une taxe ou un système qui soit suffisamment gros. Il faut bien sûr que cette source soit assez pérenne dans le temps. Mais surtout, je pense qu'il faut réfléchir en termes de subsidiarité. C'est-à-dire quel est l'impôt, quels sont les impôts, en fait il y en a plusieurs, qui méritent d'être faits au niveau européen. Donc là, du coup, l'éventail des possibles, on part sur la taxe sur les transactions financières. Malheureusement, elle n'est ni pérenne ni suffisante. L'idée de la TVA, elle est très simple. Ça a le mérite de la simplicité. Au niveau, est-ce que c'est progressif socialement, ça se discute. Il y a l'idée ensuite là, par contre, que je pense qui est pertinent, l'idée d'une taxe carbone qui financerait du coup un revenu de base au niveau européen. Là, je pense que c'est très pertinent puisque je pense que vous êtes au courant que le climat n'est pas un problème purement national, mais au minimum continental, voire mondial. L'idée, je pense aussi d'une taxe sur les entreprises qui serait au niveau européen pour
pour les multinationales, pour les entreprises qui bénéficient du marché commun européen, finalement, ce n'est pas si idiot qu'elles reversent au pot au niveau européen, puisque c'est elles qui bénéficient de l'existence de l'Union européenne. Et enfin, j'en viens à l'autre pan de ma proposition, qui est donc celle d'utiliser la Banque centrale européenne via son pouvoir de création monétaire. Et j'en finirai là-dessus. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mécanisme qui s'appelle le quantitative easing, assouplissement quantitatif. C'est un jargon qui ne veut rien dire. En tout cas, c'est un jargon qui est utilisé pour ne pas faire comprendre ce que ça veut dire, puisqu'en fait, il s'agit de création monétaire. Depuis 2015, la Banque centrale européenne a injecté dans les marchés financiers plus de 2600 milliards d'euros en rachetant des actifs. La BCE estime, donc le but de la Banque centrale européenne, je rappelle, c'est de maintenir l'inflation à 2%. C'est ce que disait Julien Bayou tout à l'heure. Or, depuis 6 ans, et donc depuis que cette politique est en place, l'inflation est aux alentours de 1,1%. Donc c'est du jamais vu d'un point de vue économique. On n'a jamais vu un tel épisode pas de déflation, mais de manque d'inflation en fait. Donc vraiment, le problème de l'inflation est absolument secondaire. C'est vraiment pas le problème. Au contraire, les économistes aimeraient bien qu'il y ait de l'inflation. Et donc c'est pour ça qu'ils ont créé autant de monnaie dans l'économie, via le quantitative easing. Mais ça ne fonctionne pas puisqu'il n'y a pas assez d'inflation. Donc la proposition que nous on porte, notamment dans le cadre de mon boulot à Positive Money Europe, c'est de dire permettons à la Banque centrale européenne de donner directement de l'argent à tous les citoyens. Pour vous donner un ordre de grandeur, admettons 1000 euros, alors en une fois, là je ne parle pas d'un revenu de base, on est sur 1000 euros comme ça, un chèque une fois et pas deux. Ça représente 10 fois moins d'argent que le quantitative easing, donc ça représente un peu moins de 300 milliards d'euros. Les estimations en termes d'impact, ça créerait environ 1% de croissance. Quand on compare avec ce qu'a fait la BCE, en gros, avec 2600 milliards d'injections, la BCE estime, via des modèles très obscurs et qu'on peut absolument vraiment pas, qui ne sont pas du tout empiriques, donc ils estiment via des modèles théoriques qu'ils obtiennent 0,6% d'inflation et de croissance par an. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on pourrait créer 10 fois moins la BCE pourrait créer 10 fois moins de monnaie et avoir 2 fois plus d'impact en termes de relance de l'économie. Donc voilà une option qui est possible, qui est largement discutée. Ça peut paraître fantaisiste, mais il y a des gens à la BCE qui réfléchissent. Et c'est vraiment dans le débat public au niveau européen, au niveau des débats financiers. Juste pour conclure, voilà, on a fait l'Europe des États, voilà, on a mis tous ces États dans le même sac, etc. On a fait l'Europe des banques, on est en train de la terminer avec l'union bancaire. On a fait l'Europe des multinationales, c'est très bien. À quand l'Europe des peuples ? Alors, on va faire un pas de côté avec notre dernier invité, Vincent Liéger, ingénieur, chercheur et co-auteur d'un projet de décroissance manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie, publié en 2013 aux éditions Utopia. Bonjour à tous et à toutes. Très souvent, quand on parle du revenu de base, on rentre dans des débats un peu inutiles sur pour ou contre, ce qui est une question totalement débile, alors que la vraie question devrait être pourquoi faire. Et ce que je vais vous inviter à faire avec moi aujourd'hui, c'est de reposer la question du sens, revenir à des questions qui ont été posées aussi par Mathilde, par beaucoup d'autres aujourd'hui au cours de cette journée. En repartant de là, nous, on est parti avec mes co-auteurs, avec d'autres amis, avec Utopia aussi, qui est là aujourd'hui, qui je crois beaucoup contribué à ramener les débats sur le revenu de base dans les débats politiques en France. C'est reposer la question du sens, reposer la question de quels sont les problèmes auxquels on fait face. Et je crois qu'il y a eu quelque chose qui a beaucoup manqué aujourd'hui dans nos débats, c'est le fait qu'on fait quand même face à l'effondrement environnemental de notre civilisation thermo-industrielle. On a oublié tout ça, on était sur d'autres débats, c'est très bien, etc. Donc nous, on est parti de là, on est parti du fait qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. Mais en plus, c'est peut-être pas souhaitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une empreinte écologique de 4 planètes, mais je suis pas sûr qu'on soit épanoui, heureux, des modèles de vivre ensemble, de communication non violente, d'égalité, à la hauteur de notre niveau de surconsommation, de destruction, d'exploitation, de violence que génère notre modèle civilisationnel. Et on est arrivé à la question du revenu de base en posant la question de comment mettre en place un projet de décroissance, c'est-à-dire comment sortir de toutes nos toxicodépendances à la croissance, qui sont à la fois
institutionnelle, technique, mais surtout psychologique, sociale et culturelle. Alors, à travers toutes ces réflexions, on s'est dit, face à un problème complexe, il faut une boîte à outils avec plein d'outils. Dans notre atelier vélo, on n'a pas juste un marteau. Et pour citer Mark Twain, quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Alors souvent, le marteau qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est l'économie. Donc on est complètement dans la religion de l'économie. Et on croit que le revenu de base ou d'autres outils sont suffisants pour apporter quelques petits bricolages économiques, techniques, pour résoudre un problème qui est fondamentalement culturel, un problème d'imaginaire, un problème civilisationnel, où il faut changer de paradigme. Alors quels leviers, au pluriel, quels outils, au pluriel, on peut mettre ensemble et mettre en articulation les uns avec les autres? Quel débat, quelle réflexion, quelle déconstruction? Je crois que Mathieu nous a interpellés sur la question du patriarcat, la question de l'écoféminisme qui est au cœur de la pensée de la décroissance, et comment déconstruire tous ces concepts toxiques, toutes ces dominations qui nous empêchent de penser, pour commencer à décroire, non pas décroître, mais décroire, pour commencer à se libérer, pour commencer à ouvrir de nouveaux possibles, pour construire de nouveaux modèles de société qui seraient relocalisés mais ouverts. L'enjeu n'est pas de se replier sur soi-même, et je crois que dans la plupart des projets évoqués aujourd'hui, que ce soit le projet Etera ou les monnaies locales qui ont été évoquées, on n'est pas dans une logique de repli sur soi, mais vraiment dans une logique de solidarité. Moi, je parle plutôt de pluriversalisme autour de cette solidarité, donc relocalisé mais ouvert, et puis aussi de construire de nouvelles valeurs, de nouvelles manières de vivre ensemble, de se réapproprier d'autres formes de vie, de se réapproprier tout ce questionnement de qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage, pour répondre à tous nos besoins fondamentaux, et comment on le fait de manière à la fois soutenable, de manière juste, en rompant avec toutes les formes de domination qui aujourd'hui construisent nos sociétés, et surtout beaucoup de dominations dont on ne parle peu, qui sont invisibles, donc d'autant plus violentes. Alors on a mis en lien énormément d'outils, de réflexion. Donc naturellement, le revenu de base nous a apporté des débats intéressants. Et je crois que ce qui est intéressant dans le revenu de base, c'est pas tant sa réalisation technique, c'est surtout pas des débats sur le financement, des débats totalement abscons sur des chiffres où les chiffres ne veulent pas dire grand-chose. L'argent ne se mange pas, l'argent ne chauffe pas son appart en hiver. C'est quelle organisation sociale on met en place pour répondre aux besoins fondamentaux, et comment on définit culturellement, démocratiquement, localement quels sont ces besoins fondamentaux, et comment on met aussi en place d'autres formes de partage des tâches difficiles, etc. Donc on a aussi posé la question des limites, parce que le revenu de base, c'est se poser aussi les questions des limites, c'est-à-dire un plancher en dessous duquel on décide collectivement d'abandonner personne. Chaque citoyenne, chaque citoyen qui naît sur cette planète ne le choisit pas. Et ça doit être un droit fondamental d'avoir tout ce qui est nécessaire pour avoir une vie décente, mais aussi se réapproprier des limites autour du revenu maximum acceptable. Je dirais, pour aller très vite, pour des raisons de justice sociale et environnementale, le mode de vie des plus riches n'étant ni soutenable ni généralisable, mais surtout pour libérer les plus riches de leur mal-être d'être très riches. Il y a plein d'études psychologiques et sociales aujourd'hui qui existent, qui montrent que ça les rend fous, et je ne parlerai même pas de M. Trump. Donc libérons les plus riches du fait qu'ils soient totalement déconnectés du vivre ensemble, de la joie de vivre, de la convivialité, etc. Et puis de modes de vie qui entraînent énormément, là aussi, de domination et de violence. Donc, systématiquement coupler le revenu de base avec le revenu maximum acceptable, mais idéalement le réancrer dans les territoires, le réancrer dans la démocratie directe. C'est pour ça que nous, on a appelé ça la dotation inconditionnelle d'autonomie. Alors, quand je parle d'autonomie, je pense que je n'ai pas la même définition que donnait tout à l'heure Mathilde. Je fais plutôt référence à Cornelius Castoriadis sur comment repenser une société où on déconstruit toutes les formes de domination et on construit au contraire des formes autonomes, des formes d'éducation qui nous permettent de nous auto-instituer, individuellement et collectivement, des règles de vivre ensemble, des limites. Et autour de cette dotation inconditionnelle d'autonomie, on peut avoir cette idée de donner de la naissance à la mort, ce que l'on considère comme étant suffisant pour avoir une vie décente, découplée de cette contrainte de devoir participer à cette économie, au travail contraint, pouvoir rompre avec ce système productiviste et capitaliste, qui peuvent être donnés non pas uniquement en argent national ou supranational, mais donnés en monnaie locale. Alors moi j'insisterai sur la notion de monnaie locale fondante pour rompre avec des dynamiques
de spéculation, donc une monnaie locale qui peut avoir une valeur qui diminue dans le temps quand elle n'est pas échangée. C'est-à-dire que le but, c'est de faciliter des échanges autour d'un certain nombre de productions locales qui font sens, qui sont là aussi construites collectivement, construites politiquement, mais aussi de ramener des choses qu'on a trop peu oubliées, de faire le chemin inverse qui nous a amené aujourd'hui dans cette société néolibérale, qui est peut-être l'étape ultime de ce capitalisme, de rompre avec cette logique de commodification, de marchandisation de la vie, de tout. On essaie de donner un prix à tout le temps. On est tout le temps cet homo economicus. Donc comment sortir de la religion de l'économie en réinstaurant d'autres formes d'échange autour des gratuités, autour de la réciprocité. Alors, comment repenser le vivre ensemble dans des territoires et reconstruire de la confiance, reconstruire du vivre ensemble. Donc une grande partie de cette dotation inconditionnelle d'autonomie, au-delà des monnaies locales qui pourraient être dédiées à la nourriture produite localement, comme vous faites par exemple à Grenoble, on pourrait réinstaurer des formes de gratuité, gratuité des services funéraires, gratuité des transports en commun de proximité, gratuité d'un accès universel à la santé. Avant de commencer à mettre en place un revenu de base à l'échelle européenne, moi je serais plutôt favorable à mettre en place une santé universelle pour toutes et tous partout en Europe. Et techniquement, il n'y a pas de difficulté à mettre ça en place. La même chose par rapport à l'école. Mais l'enjeu, là aussi, n'est pas de faire la même chose. C'est-à-dire que d'ouvrir tous ces débats-là, c'est de reposer la question de quelle santé, de quelle éducation. C'est pour avoir un système de santé gratuit tel qu'il est organisé aujourd'hui, dans les mains d'un lobby pharmaceutique, où la plupart des médicaments qui sont remboursés aujourd'hui par la sécurité sociale sont, dans le meilleur des cas, juste des placebos. C'est que c'est une erreur. C'est revenir aussi à l'essence de la santé. Qu'est-ce qu'avoir une vie saine? Pour ce que disait Hippocrate, la santé, c'est d'abord ta nourriture. Donc c'est repenser en profondeur, une fois de plus, qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage. Il me reste 2 minutes, donc c'est très bien. Je n'aurai pas le temps de dire tout ce que je voulais dire, ce qui va pouvoir vous permettre, pour celles et ceux qui sont intrigués par ce que je raconte, d'acheter le livre aux éditions Utopia. Denis sera là avec une table et je serai là aussi pour vendre le livre derrière. On a aussi réfléchi à une stratégie de mise en place sur différents niveaux, différentes étapes. Et ce qui me paraît important, moi, c'est de commencer, quand on parle de projet de décroissance et de mise en place d'une dotation inconditionnelle d'autonomie couplée à un revenu maximum acceptable, c'est de commencer par une transformation culturelle, qui, je crois, est déjà en cours dans notre société. Je crois qu'il y a énormément de choses qui bougent dans les têtes, dans les habitudes, dans les comportements, dans les expérimentations. On a vu aujourd'hui énormément de projets portés par des citoyennes, par des citoyens. Ça arrive partout à travers le monde. Il y a plein d'études convergence qui montrent que les gens prennent conscience des enjeux du XXIe siècle, autour de la biodiversité, autour du changement climatique, mais aussi un mal-être grandissant qui peut générer des fois des violences autour du mal-être au travail, autour du mal-être par rapport à cette surconsommation, autour du mal-être par rapport à une éducation, par rapport à des formations dans les universités qui sont toujours plus absurdes, qui n'ont pas de sens par rapport à ce qu'on devrait mettre en place, qu'on devrait faire aujourd'hui, un mal-être par rapport au stress, par rapport au temps. Moi, je parle d'une transformation silencieuse de la société. Donc, on peut partir de toutes ces dynamiques citoyennes pour, avec un espèce de changement d'échelle décentralisé et horizontal, transformer depuis les territoires un certain nombre de choses et puis créer des formes de résistance, des formes de masse critique pour faire pression sur les pouvoirs décisionnels, pour pouvoir distribuer, redistribuer, adapter la loi. On le voit par rapport aux monnaies locales. C'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé avec les amis de BICI, avec les amis de Loïchko, qui, dans une stratégie de comment changer la société sans prendre le pouvoir ni le laisser, on a fait la pression sur Bercy pour adapter la loi à la mise en place d'une monnaie locale, donc une réappropriation des institutions, d'une autre forme de gouvernance, des échanges, etc. Donc mettre en place des transformations importantes dans lesquelles, éventuellement, le revenu de base peut être une étape intéressante. On partirait de ces dynamiques-là, à condition que le revenu de base soit vraiment ancré dans une transformation de la société, dans une transformation culturelle, dans un projet de société, avec des réformes en parallèle, comme par exemple l'interdiction de la publicité, c'est le truc sur lequel je serais le plus intransigeant, comme par exemple une réappropriation démocratique de nos systèmes économiques, surtout en vue d'une nouvelle crise à venir qui est extrêmement inquiétante. Un débat sur la création monétaire, la banque centrale, la financiarisation de l'économie et un grand nombre d'autres débats qu'il faut articuler les uns aux autres pour faire sens. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci à vous tous et merci à vous, public. Nous allons accueillir désormais Jean Desessarts qui fera la conclusion de cette journée. Non, il n'est pas là.
Il viendra plus tard. Hop. Donc, je rassure tout le monde, je ne suis pas Jean Desessart. Donc j'ai justement la lourde tâche de remplacer Jean Desessart pour cette conclusion de cette journée. Et je voudrais déjà commencer par remercier l'ensemble des organisateurs et tous ceux qui ont participé à cette journée, que ce soit le Mouvement français pour un revenu de base, Fabien Duquesne, mon collaborateur qui s'est beaucoup démené ces dernières semaines pour organiser, pour pouvoir vous accueillir, pour que cette journée se passe de cette manière. Et puis remercier l'ensemble des intervenants, parce que je pense qu'on a eu des échanges et des débats de très bonne qualité aujourd'hui, qu'on a pu en faire avancer... qu'on a pu faire avancer cette idée du revenu de base. On voit qu'on pourrait encore en parler, je pense, encore plusieurs semaines et que le débat n'est pas fini. Donc voilà, je vais essayer de vous faire de conclure cette journée. Donc c'est vrai que moi, à mes yeux et aux yeux de nombreux responsables, et ça a été rappelé aujourd'hui, militants, sympathisants, penseurs de la gauche écologiste, le revenu de base est le pilier incontournable du projet écologiste et social que nous portons. Et je n'invente rien, puisqu'il y a près de 30 ans déjà, André Gortz, d'abord réfractaire, comme l'immense majorité de la gauche marxiste, s'est converti à l'idée du revenu universel, réalisant qu'elle était absolument indispensable pour penser la civilisation du temps libéré, pour penser la décroissance ou la post-décroissance. J'évoquais en introduction ce matin le chômage structurel et la réduction du temps de travail comme des composantes inévitables de la société économique de demain. Mais ce couple devient encore plus inévitable dès lors que le sont place dans une perspective écologique de renationalisation de l'activité économique pour la concentrer sur les besoins indispensables de l'humanité et sur l'encadrement drastique de la production pour un respect scrupuleux du vivant. Et dans cette perspective, le revenu universel est une nécessité absolue. Pour assurer l'indispensable justice sociale, mais plus qu'une nécessité, le revenu universel est un levier de la transition écologique. Il permet à chacun, s'il le souhaite, d'abandonner un emploi qui n'a pas de sens, et il permet à chacun de se tourner vers des activités économiques vertueuses, de lancer son exploitation bio ou permacole, de bâtir sa maison en bois, en chanvre et en terre, de créer avec d'autres une coopérative énergétique. Je connais particulièrement ça dans mon territoire du Trièves. Plus largement, il permet de s'affranchir sans risque de la sécurité que représente le salariat dans des grosses entreprises. Et il favorise la petite entreprise, le développement des tissus économiques locaux, beaucoup plus proches des besoins de l'économie réelle, beaucoup plus résilients face aux aléas de la mondialisation. En limitant la dépendance au travail existant, en permettant à chacun de se lancer dans son activité, le revenu universel est donc un puissant vecteur de développement, d'économie de circuits courts, et donc d'un projet urbain différent, où ce n'est plus la gravité surpuissante des métropoles qui attire, via l'emploi, les populations dans des villes trop denses, trop chères et de moins en moins vivables. Au contraire, le revenu de base redonne la liberté d'installation à ceux qui le souhaitent et permettre ainsi revitalisation des villes moyennes, des zones rurales et des zones peu denses. Je crois profondément que le revenu universel est un outil pour lutter contre la fracture territoriale. Ceci peut s'accompagner, comme on l'a vu durant nos échanges, d'un versement en monnaie locale et complémentaire pour amplifier cet effet de revitalisation locale. Fondamentalement, le revenu de base permet d'organiser la réduction du travail productif au sens du marché et la transition vers le travail indispensable au sens des besoins humains. Il permet de s'arracher à la logique marchande qui régit les rapports sociaux. Il permet aussi de sortir de la compétition des hommes contre les hommes et des hommes contre l'environnement. En remettant chacun sur un pied d'égalité, il est le point de départ pour bâtir une société de coopération, à l'inverse d'une société de la concurrence. Il permet aussi à chacun de définir son travail, et j'irai même plus loin, de définir, s'il le souhaite,
son absence de travail. Il n'y a pas, et j'en suis certain, d'inutilité sociale, et même s'il y avait une oisiveté choisie, le choix de la sobriété s'inscrit dans le choix d'une société plus résiliente. Toujours est-il qu'en redonnant du temps et assurant la subsistance, le revenu universel d'existence permet à tout un chacun de se remettre à chercher le sens qu'il souhaite donner à son existence. Il permet aux familles de retrouver le temps de s'occuper des enfants comme des anciens. Il permet de trouver le temps de bricoler, de réparer, d'arrêter de jeter en permanence. Il permet de trouver le temps de limiter ses déchets, de consigner ses emballages, d'acheter en vrac. Il permet de trouver le temps de faire son potager ou bien de faire ses courses, de choisir ses produits, de faire le tour des petits commerçants vertueux. Il permet d'acheter des produits de meilleure qualité, plus durables, plus responsables socialement comme écologiquement. Il permet surtout de retrouver le temps de se déplacer autrement, de partager sa voiture ou de l'abandonner pour le vélo ou la marche. Il permet de retrouver le temps de ne rien faire, de lire, d'apprendre, d'écouter de la musique. Il permet de trouver le temps de partager de la culture. Il permet de retrouver le temps de se former, de se bâtir en tant qu'individu. Il permet aussi de trouver le temps d'envisager sa propre spiritualité, religieuse ou pas. Il est indéniablement le pilier central d'une sobriété heureuse. Il permet de retrouver le temps de s'engager dans la citoyenneté, dans des associations ou en politique. Il permet de retrouver le temps de s'engager dans la vie de la cité, dans le fonctionnement de la démocratie. Toutes les aspirations démocratiques que porte la gauche se heurtent à ce mur du temps. C'est la cause majeure de l'intermittence de notre démocratie représentative. Le fonctionnement démocratique nécessite énormément de temps pour comprendre les enjeux. Je suis bien placé pour le savoir, pour confronter les points de vue, pour délibérer, pour parvenir dans l'idéal à bâtir du compromis. La professionnalisation de la politique résulte principalement de deux facteurs. La complexité de la décision publique pour administrer une société de plus en plus complexe et le manque de temps des citoyens. Pour corriger ces deux facteurs, il faut du temps pour se former, du temps pour délibérer et du temps pour décider. Le revenu universel est absolument indispensable pour renforcer la participation citoyenne et régénérer sur cette base notre démocratie. Le revenu universel, j'en suis convaincu, est aussi un outil puissant pour bâtir une société beaucoup plus féministe, en déconstruisant la valeur travail viriliste imposée par le marché, en donnant une reconnaissance financière à toutes les activités humaines. Il reconnaît les activités souvent invisibles, le plus souvent encore effectuées par les femmes. Par son caractère individuel, parce qu'il est aussi versé pour chaque enfant à charge, il autonomise les femmes de leur mari ou compagnon et permet de lutter contre leur dépendance économique. Pour toutes ces raisons, il représente un outil insuffisant, bien sûr, mais puissant d'émancipation féminine. Le revenu de base est donc un profond vecteur de réduction des inégalités. Il est un levier indispensable dans la transition écologique et sociale. Il est un outil puissant d'émancipation féminine et un pilier du renouveau démocratique. Pour terminer, le revenu de base permet fondamentalement de s'arracher aux contraintes du capitalisme financier et du marché pour bâtir la société que nous appelons de nos voeux. Une société juste et écologiste. Il permet de se réapproprier nos vies et leur cheminement, de choisir le sens que nous souhaitons donner au mot « travail ». Donc voilà, je pense que ce colloque a permis de faire un large balayage de l'ensemble de ces questions, de se poser beaucoup de questions et surtout de voir que, je ne sais plus qui a dit ce matin, qu'on avait besoin de ces utopies. Et c'est vrai que à la fois sur le revenu de base, moi j'ai pu travailler sur la question de la gratuité des transports en étant rapporteur d'une mission récemment. Et voilà, ça peut paraître des utopies, mais c'est des utopies qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent surtout d'oser, d'aller de l'avant. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. On voit là qu'on a une idée, je ne sais pas si elle est révolutionnaire, mais en tout cas qui mérite qu'on la travaille. Je pense qu'on aura encore l'occasion au cours des différentes mêmes élections, parce que je pense que si la gratuité des transports est déjà à l'actualité sur l'ensemble des élections municipales et dans tous les programmes, je pense que cette question du revenu de base, et on l'a vu sur les différentes essais, expérimentations, c'est une idée qui fait son chemin. Voilà, je pense qu'on a moyen de l'accompagner. J'ai modestement la possibilité, en tout cas nous, législateurs, on a cette possibilité
Moi, je crois vraiment à cette possibilité d'expérimentation. Et je pense que le fait de pouvoir expérimenter, de donner la possibilité à des collectivités de pouvoir essayer, de pouvoir oser, de pouvoir se tromper aussi, mais en tout cas de pouvoir faire, ça me paraît indispensable. Et c'est à ça qu'il va falloir qu'on travaille dans les années à venir. Voilà, je vous remercie.